Bonsoir, merci de nous rejoindre. Ce soir va disparaître l'un des grands mystères de la vie politique française. Vous connaissez évidemment depuis près de 30 ans Arlette Laguiller. Elle appartient au patrimoine politique français. Elle est présente à chaque élection présidentielle. En revanche, vous ne connaissez pas le véritable leader de lutte ouvrière, celui que certains appellent le gourou d'Arlette Laguiller. Aujourd'hui, il décide de sortir de l'ombre. Certains disent même de la clandestinité. Pour la première fois, ils seront côte à côte. Ce soir, ils vont répondre à toutes les questions que l'on se pose sur lutte ouvrière. Et puis, ils seront aussi face à deux socialistes, Jean-Luc Mélenchon, Henri Weber, et puis à un autre trotskiste, Alain Krivine. Faut-il choisir entre Bush et Saddam? La France peut-elle tenir tête aux États-Unis? Ces derniers jours, le ton a sérieusement monté entre Washington et Paris. Échange de petites phrases cinglantes qui montrent et qui illustrent bien le véritable désaccord entre les deux pays. Sans aucun doute, Saddam Hussein va essayer de tricher jusqu'à la dernière minute. La partie est terminée. It's not a game, it's not over. Il y a des pays qui sont plus préoccupés par les États-Unis que par la lutte contre le terrorisme ou les États terroristes, comme l'Irak. Je pense que l'histoire leur donnera tort. Être allié, c'est savoir se consulter pour trouver un consensus. Ça n'est pas de dire « mon idée est forcément la bonne » et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi doivent être écartés ou exclus. Voilà, Jacques Chirac recevait aujourd'hui M. Poutine à Paris. Déclaration commune, Russie, Allemagne, France, nouvelle proposition. Mais sur le fond, la position de la France n'a pas changé et elle est approuvée par une très large majorité de Français. La guerre, c'est toujours un constat d'échec et la pire des solutions. Il existe encore une alternative à la guerre. On n'a aucune raison de faire la guerre à l'Irak et de rentrer dans le jeu des Américains. Je pense que la France a toujours le choix de sa décision, donc en fait, on n'est pas obligé de suivre ce que nous disent les États-Unis. Vous, ça vous dérange que la France ne suive pas les États-Unis? Ça me dérangerait. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense qu'on a besoin, ils ont besoin de nous aussi. Ils ont toujours été là. Entre Bush et Saddam, franchement, je ne vois pas la différence. Et les points économiques qui les intéressent en Irak, je suppose, le pétrole, ou il y a peut-être quelque chose qui... Ils ont un intérêt quelque part là-bas, peut-être, sûrement. Pourquoi Bush n'attaque pas d'autres pays où il y a des dictatures plus invraisemblables encore? Voilà, le bras de fer franco-américain à propos de l'Irak, bien sûr. Donc la France peut-elle justement résister à la pression américaine? Débat tout à l'heure, entre autres, avec Alain Madelin, Pierre Lelouch, l'ancien ministre de la Défense Alain Richard et Jamel Bourras. Mais d'abord, revenons sur les mystères de lutte ouvrière. Je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, vous connaissez Arlette Laguiller. Eh bien, vous allez apprendre ce soir à connaître Robert Barcia, alias Hardy, Nathalie Saint-Cric, Ludovic Pompignoli. Travailleuses, travailleurs, travailleuses, travailleurs. Beaucoup disent que je me répète, et j'en suis fière. Indémodable Arlette, sa constance, son éternel discours serait-il la clé de son succès? Alors, comme on dit dans la pub, le produit Laguiller depuis 30 ans, c'est une vraie trouvaille. C'est un produit, pourquoi? Parce qu'elle a toujours le même packaging. Le même paquet, c'est la même enveloppe, le même logo, Laguiller, c'est toujours Arlette Laguiller. Maintenant c'est Arlette, en plus tout le monde l'appelle Arlette, on ne l'appelle plus Arlette Laguiller, on l'appelle par son petit nom, parce qu'il y a un quotient sympathie énorme. Puis c'est une femme, c'est une des premières femmes politiques, il ne faut pas oublier, il faut lui rendre cet hommage-là. Je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. Elle a, vous savez, cette petite voix comme ça, extraordinaire, toujours sur la même fréquence, et ça, c'est quand même quelque chose d'unique, parce qu'il faut se différencier des autres, et elle a surtout, ce qui nous intéresse en politique, un discours. Un discours, un ton, un physique, choisi entre tous et toutes par Hardy lui-même pour porter les couleurs de lutte ouvrière. Elle en sera l'unique porte-voix, toujours devant et lui derrière, raison de ce choix. Il y avait à Lutte ouvrière des militants ouvriers qui travaillaient en usine, qui auraient pu être tout à fait les porte-parole de Lutte ouvrière, et qui auraient véhiculé une image prolétarienne bien mieux qu'Arlette Laguiller. Pourquoi a-t-il choisi Arlette ?
Parce que Arlette était plus facilement manipulable. Manipulable peut-être, sympathique pour beaucoup, c'est certain. En tout cas, le choix d'Arlette, c'est celui d'un trotskisme à visage humain. C'était quelqu'un, oui, très agréable, bien sûr, avec qui on riait, qui aimait faire des tas de choses, sortir, lire. Même personnellement, je suis partie en vacances avec elle et non, c'était quelqu'un que j'aimais bien, ouais. Les rapports d'amitié sont forcément liés au militantisme, puisque quand on milite à Lutte ouvrière, on milite un peu en vase clos, on est entre nous, et nos amis sont les militants de Lutte ouvrière. On fêtait les anniversaires, on faisait des pots quand il le fallait, bien sûr, on faisait des fêtes entre nous, on avait une vie normale, mais entre nous. Ils vivent en vase clos, mais l'offensive de charme, elle, est tous azimuts. 1995, Arlette dépassera les 5%. Un septennat plus tard, ça recommence. Pendant la campagne, elle a tout d'une idole, fait de l'audience quand elle passe à la télé, sorte d'icône de la classe ouvrière. Paris Match, Gala, VSD s'intéressent à elle dans le privé. C'est alors que l'on commence à chercher l'homme qui se cache derrière la femme. Et lorsque je posais la question sur Hardy, Arlette Laguiller me disait « Oh, mais c'est un vieux dirigeant à la retraite, il est entièrement retiré, on ne le voit plus, parfois on le consulte, mais il est entièrement retiré. » Naturellement, son coming out aujourd'hui montre bien qu'elle n'a pas raconté la vérité. Lutte ouvrière, une organisation opaque et secrète qui a de plus en plus de mal à cacher la vérité. Une machine bien huilée, mais qui, parfois, se grippe. Et j'ai du mal à supporter tout ce qui se dit autour de ça. Je vais me calmer, ça va passer, je bois un peu d'eau, si on veut bien m'en donner, ce sera formidable. Mais le début de rupture avec l'opinion, c'est au lendemain du premier tour, quand tout le monde ou presque, extrême gauche comprise, se mobilisera contre Le Pen en appelant à voter Chirac. Arlette, elle, se démarque. Je n'appelle pas à voter Chirac et je demande à mes camarades, à ceux qui me font confiance, de voter blanc ou nul dans cette élection. Elle n'a pas compris qu'entre les deux tours, il fallait changer de disque, changer de cycle, rebondir et montrer qu'on avait évolué. Cette marque, ce produit formidable qui est Arlette Laguiller, pour moi, a eu une crise énorme à ce moment-là, parce qu'il a coupé le lien, le cordon de sympathie qu'il y avait entre elle et ses consommateurs, entre elle et les votants. Un produit en fin de cycle, s'il ne trouve pas un autre cycle et un rebond, ce produit meurt. Alors, Arlette en bout de course, boudée par l'opinion, démodée, isolée, il était temps pour Robert Barcia, alias Hardy, de passer à la contre-attaque, et cette fois, au grand jour. Il devait sortir du bois pour plusieurs raisons. Tout ce que l'on a raconté sur Arlette Laguiller et l'ensemble de ce mouvement a conduit à ce que M. Hardy dise il faut maintenant crever l'abcès et faire de notre faiblesse une force, se montrer au grand jour et faire tomber ainsi les préventions. Car ce dont il s'agit fondamentalement, ce n'est ni de la gauche ni de la droite, ni des réponses aux problèmes auxquels la gauche populaire est confrontée, c'est une compétition entre M. Besancenot et Arlette Laguiller et Lutte ouvrière, entre la LCR et Lutte ouvrière. Voilà, alors merci à vous Arlette Laguiller d'être là et puis à vous aussi bien sûr Robert Barcia. Alors vous publiez donc ce livre La véritable histoire de Lutte ouvrière et des entretiens avec Christophe Bourseiller. D'abord, on vous présente toujours comme l'inventeur, avec des guillemets bien sûr, d'Arlette Laguiller. Est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu réducteur quand même? C'est une ânerie. Pourquoi c'est une ânerie? Parce que je n'ai pas inventé Arlette Laguiller. C'est sa mère qui l'a inventée, pas moi. Qui l'a faite. Hein, qui l'a faite, mais qui l'a inventée aussi. Enfin, sa mère et son père. C'est vous qui l'avez choisie quand même Non, c'est pas moi. Nous l'avons choisie collectivement. Et même, elle s'est imposée à nous, parce qu'elle était une militante du Crédit Lyonnais, elle était une militante syndicale, elle avait un passé politique qui n'était pas à Voix ouvrière ou à Lutte ouvrière, elle avait un passé politique au PSU, elle avait une formation politique, c'était une travailleuse, elle n'avait pas de diplôme, mais elle était intelligente. Et l'unanimité de ceux qui ont décidé, c'est-à-dire d'un grand nombre de camarades, ont choisi Arlette Laguiller. D'abord, dans les élections législatives, pas à la présidentielle, parce qu'il y a eu des élections... Elle a gagné plus tôt, quoi. Hein. Oui. Et tout le monde a été enchanté du choix.
Et c'est tout naturellement que tous les camarades se sont dit, bah, c'est Arlette pour les présidentielles. C'était un très bon coup, parce qu'on le voit bien, c'était une femme, elle était jeune, c'était la première fois qu'il y avait une femme candidate à l'élection présidentielle, donc franchement, vous avez un bon sens de la communication quand même, non? Mais non, on ne vend pas une candidate et surtout une femme comme une marque de lessive. Votre conseiller en communication, là, c'est un imbécile, c'est un escroc. Hein. Moi, je ne voudrais pas avoir de la lessive à vendre par ce mec-là. Vous n'avez pas de conseiller en communication à Lutte ouvrière, ça on a compris, là. Hein, mais non, mais je ne sais pas avec qui il travaille. Hein, mais écoutez, on ne vend pas une femme comme une lessive, comme une marque de lessive, comme des chaussons, etc. C'est pas vrai, ça. Il faut être misogyne absolument, comme on pourrait croire que ça n'existe plus de nos jours. Hein, quand même, après mai 68, pour oser dire des choses pareilles. Hein, quant à Sêtre, là... lui, c'est un ancien, vous n'aimez pas les anciens Lutte ouvrière, mais c'est si, ça? on aime les anciens de Lutte ouvrière. Bon, mais vous ne l'avez pas choisi pour répondre parce qu'elle était, comme il le dit, plus malléable que d'autres. C'est lui qui dit ça? Oui. Wow. Elle n'est pas malléable. Mais non, elle n'est pas malléable. Ouais. Vous l'avez vu dans des interviews, vous l'avez vu faire face à Maigret, vous l'avez vu face... J'étais pas là, hein, vous l'avez vu. Était-elle malléable? Mais non, elle n'est pas malléable. Nous l'avons choisie parce que c'était une femme, une militante, une femme de tête, une femme qui tenait tête au patron au Crédit Lyonnais, une femme qui était militante syndicaliste. Voilà pourquoi nous l'avons choisie. Entre autres. Alors, vous l'avez beaucoup médiatisée, on l'a vu au fil des années. C'est vous qui l'avez médiatisée. Mais elle a été obligée d'accepter des choses qu'elle refusait quand même. Par exemple, on a vu Gala, Paris Match. On s'est dit, c'est bizarre quand même. Enfin, j'ai mon libre arbitre. C'est moi qui décide si j'accepte telle ou telle interview ou pas. Quand j'ai pas de doute, je décide. Quand j'ai des doutes, je consulte mes camarades, Hardy comme les autres, de la direction de Lutte ouvrière, en disant on me propose ça, ça me paraît pas terrible, qu'est-ce que vous en pensez? Et on discute, et des camarades disent cette émission, je la connais pas, d'autres disent bah si, c'est pas mal, je l'ai écoutée, on discute, c'est tout. Mais quand même, j'ai le droit à la décision. En plus, je fais partie de la direction de Lutte ouvrière depuis 1970. Donc, j'ai participé à toutes ces décisions me concernant. Je pouvais dire oui, je pouvais dire non, je peux accepter ou pas accepter. Alors, Robert Barcia, on se demande pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de parler. C'est pourquoi? Parce que Arlette Laguiller a été... Vous auriez pu, il y a longtemps, je veux dire, on parle de vous, on vous cherche, vous dites même on vous traque, on a écrit des calomnies, selon vous, c'est ce que vous avez dit, depuis au moins, je ne sais pas, disons, allez, presque une dizaine d'années, en tout cas depuis 5-6 ans. Depuis 98. Alors pourquoi en 98, voyant qu'il y avait plein de papiers sur vous, on disait mais qui est Hardy? Un patron de presse a écrit « Vous n'aurez jamais raison contre un journaliste, il vaut mieux mépriser ». Alors, c'est ce que j'ai fait. Là, aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pas pour me justifier, c'est pas pour justifier Lutte ouvrière, c'est pas pour justifier nos attitudes ou Arlette Laguiller ou le choix d'Arlette. C'est pour raconter l'histoire de Lutte ouvrière. Parce qu'on écrit des tas de choses sur l'histoire de Lutte ouvrière, tous plus fausses les unes que les autres. Alors, j'ai 75 ans, ou presque. Il est temps pour moi d'écrire cette histoire que personne d'autre ne pourrait écrire. Après moi, puisque après la mort de Pierre Bois, qui était lui le leader historique de Lutte ouvrière, auquel personne ne s'intéressait, soit dit entre nous, son nom était connu, il était dans l'annuaire, mais il n'y a pas un journaliste qui a dégué l'interviewer. Le jour de sa mort, alors là, il fallait absolument qu'on aille visiter sa dépouille. Ben non, ça c'est des charognards et c'est pas des journalistes. Bon, mais alors pourquoi en 98, justement, quand il y a eu des tas de questions autour de vous, vous n'êtes pas dit ce que vous faites aujourd'hui? Je vais raconter l'histoire de Lutte ouvrière, je vais raconter ma vie à moi, puis comme ça, on va arrêter de dire des choses qui ne me plaisent pas sur Lutte ouvrière. Écoutez, j'ai répondu au Monde à une grande réponse, un droit de réponse. Ça n'a rien arrêté. Il y avait tout là-dedans. Dans ma réponse, il y avait déjà tout. Oui. Bon, ça n'a rien arrêté. Pourquoi continuer? Et puis en plus, on entrait dans des périodes électorales. On entrait dans des périodes électorales avec des calomnies, avec des médisances, avec un enjeu. Eh bien, c'était Arlette Laguiller qui était notre porte-parole. Elle est restée notre porte-parole durant toute cette période. Maintenant que nous sommes sortis d'une période électorale, je sors mon livre, je sors mon histoire de Lutte ouvrière. Je sors l'histoire de Lutte ouvrière, pas mon histoire. Mais vous sortez aussi de la clandestinité, parce que votre histoire, c'est aussi celle de quelqu'un qui rentre dans la résistance à l'âge de 15 ans, et puis la résistance, après vous glissez, vous choisissez effectivement le trotskisme contre le communisme, et puis vous êtes en quelque sorte pareil, tout le temps... Je vous signale que c'est pareil. C'est pas le trotskisme contre le communisme. Contre le PC, alors je veux dire contre la direction du Parti communiste, contre le stalinisme. Alors, vous êtes au fond resté clandestin depuis l'année 1943. La clandestinité, c'est un mode de vie. Mais non,
Pas du tout. Les premières publications, parmi les premières publications qu'on a eues, c'était mon nom et mon adresse qui étaient dessus. C'est comme ça que Pierre Franck est venu me voir. Bon, ensuite, j'ai pas du tout été clandestin. La première photo de moi qu'on a publiée dans l'Express, en 98, elle avait été prise à l'enterrement de Ernest Mandel. Bon, j'étais donc à cet enterrement, en vue et au vu de tous. Donc on vous a raté, on n'a pas été bon sur ce... Les journalistes n'ont pas été bons, n'ont pas su bien enquêter. Bah si, il y a un journaliste qui m'a pris en photo, et puis qui l'a publié dans l'Express. Donc je ne me cachais pas, donc il pouvait connaître, c'est pas une photo, c'est pas une identité, il pouvait connaître mon identité d'après cette photo. Il l'a trouvée, bon, facilement. Ça n'a pas été une enquête terrible, mais d'autres obsèques, j'y suis allé aussi. J'étais aux obsèques, pour ne parler que d'obsèques. J'étais aux obsèques. Vous ne faites pas que les obsèques quand même, on aurait pu vous voir peut-être ailleurs, non? C'est qu'on a à la fête de lutte ouvrière tous les ans. Ouais. Tous les ans, à la fête de lutte ouvrière, je me promène dans les allées devant des dizaines de milliers de personnes. Je m'assois à table pour manger des sardines ou pour manger quoi que ce soit. On a arrêté le coup des sardines. Mais alors, par exemple, pourquoi vous n'êtes jamais baladés tous les deux? On vous voit pour la première fois tous les deux ce soir. On vous a raté à la fête. Tous les deux, on mange même ensemble très souvent. Manger à la fête. Donc on a été, on vous a raté tous les deux. On ne nous a pas cherché, on n'intéressait pas, c'est tout. On a intéressé à partir du moment de 98 où un journaliste a prétendu que j'étais un grand patron de l'industrie pharmaceutique. Alors vous n'êtes pas non plus, parce que la question aussi, c'est qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Alors ça vous énerve aussi quand on dit que vous avez fait du business au fond, que vous avez été un businessman. C'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai été licencié. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on licencie, qu'il y a un plan de licenciement, on donne un petit pécule aux ouvriers licenciés en leur disant « Tiens, vous allez monter votre entreprise. Hein » Encore à ces malheureux de Metal Europe, c'est ce qu'on leur dit. Eh ben moi, j'ai été foutu à la porte aussi, avec un petit pécule. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai monté ma petite boîte. Et c'est resté une petite boîte. Et je ne l'ai pas agrandie, je n'ai pas voulu l'agrandir, parce qu'il aurait fallu que je travaille beaucoup pour l'agrandir. Et je voulais consacrer toute mon énergie à militer. Alors ça, c'est aussi ce que vous demandez à tout le monde. C'est-à-dire, et je pose la question à Arlette Laguillet, quand on entre à Lutte ouvrière, c'est un sacerdoce, quoi. Mais non. Non? C'est un choix, c'est un choix. L'ex-camarade là qui dit qu'on vit entre nous, c'est pas vrai. Elle vit entre nous parce que c'était une camarade du Crédit Lyonnais, et au Crédit Lyonnais, on était nombreux à Lutte ouvrière. On était nombreux à Lutte ouvrière. Mais nos camarades, ils sont dans la vie. Nos camarades d'entreprise, ils sont dans la vie. Ils sont avec leurs camarades de travail. Ils sont pas avec des militants de lutte ouvrière. On ne se déclare pas membre de Lutte ouvrière quand on est dans une entreprise, généralement, non? Quoi? On dit on adhère à un syndicat, on est estampillé Lutte ouvrière, on a le droit de dire je suis membre de Hello, ou pour des raisons de sécurité ou de précaution, vous dites il vaut mieux pas montrer. On vit quand même, le militant de Lutte ouvrière qui l'affirme qu'il est de Lutte ouvrière, qu'il l'affiche ou qu'il ne l'affiche pas, il vit quand même dans le monde, dans le milieu, dans la classe ouvrière s'il est ouvrier, dans le milieu social où il est, dans l'enseignant s'il est enseignant. Bon, alors certains peuvent le dire. Nous avons 5000 camarades qui sont présentés aux élections municipales. Hein bon, c'est pas... Ça veut dire que vous avez 5000 militants, ça, déjà? Plus que ça. Plus que ça? Bah oui, parce que nous n'avons pas... C'est pas confidentiel, ça? Mais non. Nous n'avons pas pu présenter... militants ou sympathisants. Nous n'avons pas pu présenter des listes partout. Il faut parfois 50, 60, 70 personnes qui habitent la commune pour pouvoir se présenter aux élections municipales. Nous n'avions pas toujours 50, 60, 70 candidats à présenter. Et nous avons quand même parfois une dizaine ou 2 dizaines de camarades dans une ville. Bon. Alors je reviens à l'engagement personnel. Vous avez dit je suis un peu comme sœur Emmanuel. Ben, c'est pas péjoratif. Je veux dire, sur l'engagement... Enfin, c'est pas péjoratif, mais j'ai jamais dit ça. C'est pas péjoratif, c'est bien. C'est un engagement 100% lutte ouvrière. Je me suis insurgée parce qu'on me reproche presque de ne pas avoir fait d'enfants, d'avoir fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Et je dis, bon, il y a des gens qui se dévouent, des religieuses qui se dévouent pour des causes, et on ne leur reproche pas ça. Pourquoi moi qui suis athée, laïque, on me reproche que pour construire un parti révolutionnaire, ce qui n'est pas une chose si facile, et j'essaye depuis des dizaines d'années, on me reproche d'avoir fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Voilà, c'est la seule comparaison que j'ai faite. Mais c'est quand même un engagement 100%. Est-ce que c'est vrai qu'on conseille quand même à Lutte ouvrière de s'engager dans des professions qui permettent de donner un peu de temps, de militer le plus possible? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça dépend. Dit comme ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire alors, comment le dire pour que ce soit vrai? Ah bah oui, justement, il faut le dire dans le bon sens. C'est-à-dire c'est les gens qui choisissent. C'est-à-dire que s'ils sont comme moi, qu'ils ont envie de militer à plein, ils se débrouillent pour exercer une profession où ils gagnent un tout petit peu leur vie,
Bon, ils n'ont pas de patron, par exemple, moi c'était mon cas, c'est pour ça que j'ai monté ma petite boîte. Je n'avais pas de patron, je n'avais pas de compte à rendre. Bon, quand je claquais du bec, je travaillais un peu plus. Quand ça allait mieux, qu'il y avait des rentrées, bon, je pouvais militer un peu plus. Bon, voilà, c'est tout simple. Alors, nous avons des camarades qui sont enseignants, ils disposent de plus de temps que quand on est sur chaîne à Renault ou à Citroën. Bon, et nous leur conseillons d'être enseignants. Nous conseillons nos camarades de poursuivre leurs études, enfin nos camarades étudiants, de poursuivre leurs études le plus loin possible. Bien, le plus loin possible. Bon. Plus ils vont loin, plus ils peuvent gagner correctement leur vie en travaillant moins. C'est malheureusement comme ça. Hein. Bon, c'est tout. Mais nous ne disons pas va vendre des carottes sur le marché pour pouvoir avoir du temps pour militer. Vous êtes marié, vous, chez Barcia, ou pas? Vous avez des enfants? Je ne suis pas marié, non. Vous êtes contre le mariage. Vous rappelez, mais ça c'est une question de principe dans votre livre. Enfin, je suis pour l'union libre. Pour l'union libre, contre le mariage, mais en tant qu'institution. Attendez, en tant qu'institution, oui, je suis pour l'union libre. Depuis 68, on a le droit quand même. Hein. Vous savez, il y a eu de la libération sexuelle, je vous rappelle. Il y a même eu le Pax récemment. Mais vous êtes favorable au Pax, tout ça, on dit que... Bien sûr, je suis favorable au Pax. Enfin, je suis contre le mariage. Mais les gens qui veulent se marier, au contraire, et les gens qu'on empêche de se marier, sous prétexte qu'ils n'ont pas les pratiques sexuelles de tout un de chacun et de nos députés, eh ben, je suis pour qu'ils aient ce droit. Ouais. Bon. Parce qu'on a dit qu'on ne s'amusait pas beaucoup à Lutte ouvrière, que c'était quand même une vie austère. Quand on part en vacances ensemble, il faut faire très attention. Pas en vacances ensemble. Non, vous partez pas avec des militants de Lutte ouvrière ensemble? Non, écoutez. On a le droit de partir avec des non-militants de Lutte ouvrière en vacances? Bien sûr. Et il y a énormément de couples dans la lutte ouvrière où l'un milite et pas l'autre. Hein, et ils partent quand même en vacances ensemble. On leur interdit pas de partir en vacances ensemble. Tout ça, c'est des âneries que certains... Bon, je ne veux pas parler tout le temps du mal des journalistes, mais enfin... Non, mais beaucoup quand même, vous en dites. Si vous aviez parlé plus tôt, peut-être que les journalistes auraient dit moins de mal de vous. Mais non, c'est pour des raisons politiques qu'on nous attaque. Vous comprenez, moi je suis un communiste. Je suis communiste depuis 60 ans. Communiste, ça... Pour le moment, ça a mauvaise ambiance. Oui, je suis communiste. Oui, et je le défends et je le revendique. Et oui, j'ai des idées qui sont les idées communistes. C'est-à-dire l'Union libre, c'était les idées communistes. C'était même les idées des socialistes. Oui. Et même les radicaux socialistes. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais les radicaux socialistes d'avant-guerre. Hein, Édouard Herriot, le maire de Lyon, radical socialiste, il était pour l'Union libre. Il n'était pas marié. Bon, et puis il y en avait d'autres comme lui, énormément. Eh ben, ça s'est perdu, ça a évolué. Bon, maintenant, on est il faut être bien pensant. Eh ben, moi, je ne suis pas devenu bien pensant, c'est tout. Alors, quand vous parlez à l'instant... Mais j'ai une sexualité qui me... Non, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. On n'est pas là pour vous demander si votre sexualité est normale ou pas. Cela dit, vous disiez, je suis communiste. Bon, différence, aujourd'hui, ceux qui vous écoutent disent différence. Alors, on ne va pas refaire l'histoire du trotskisme, mais... les relations pas très bonnes, vous disiez évidemment très mauvaises même avec les staliniens, et mauvaises toujours avec, vous les considérez comme staliniens, ceux qui dirigent le PC aujourd'hui? Non, malheureusement, les staliniens, autant des procès de Moscou, autant des procès des médecins en blouse blanche, autant de l'écrasement par les chars russes de l'insurrection de Budapest, autant du coup de Prague, bon, moi j'étais contre. Et j'étais anti-stalinien, alors que beaucoup d'intellectuels d'aujourd'hui, qui sont là ou ailleurs, hein, eux, ils étaient là-bas, et puis maintenant, ils sont du côté des partis bourgeois. Bon, pas moi. Et puis, que voulez-vous? Je suis la punaise dans leur godasse, hein, probablement. Et bon, ils n'aiment pas les gens comme moi. Bon. Je suis un dinosaure, peut-être, comme dirait mon ami Alain Krivine. Oui, mais il va venir dans un instant. Pas lui qui... Je sais pas, on peut aussi comme un dinosaure. C'est vrai que ce qui nous étonne, c'est que, je veux dire, je reviens, clandestinité, entre guillemets, même si vous contestez un peu ce mot. On vous a... Attendez, regardez, vous avez vu l'événement, on vous voit sur un plateau de télévision pour la première fois. Moi, j'aurais bien aimé vous inviter depuis longtemps. Oui, mais ça aurait été formidable. C'est ça, d'accord. C'est pas la clandestinité. C'est pas la clandestinité. Vous ne souhaitiez pas vous montrer au grand jour. La clandestinité, c'était quand tu étais jeune, la résistance. Oui, absolument. Une de vos collègues m'a dit, mais vos camarades se réunissent dans les arrière-salles de café comme sous l'occupation, il faudrait quand même. La pauvre, hein, sous l'occupation, les résistants ne se réunissaient pas dans les arrière-salles de café. Et aujourd'hui, si nos camarades se réunissent si certains camarades se réunissent dans des arrière-salles
salle de café, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se réunir ailleurs. Bon, point. Mais c'est pas être clandestin, ça. Alors, non, mais enfin, vous ne souhaitiez pas apparaître au grand jour. Vous êtes toujours le pseudonyme, hein, Hardy. Ça, il y a toujours un côté... Parce que j'aime bien ce pseudonyme. Alors pourquoi vous trimballez depuis... vous vous rendez compte, depuis quoi, 50 ans, vous vous promenez avec ce pseudonyme d'Hardy? Et alors? Et pourquoi Hardy, d'abord, tiens? Ça, c'est toute une histoire, mais enfin, c'est pas... En 2 mots. Ça n'intéresse pas vos éditeurs. On dit c'est Laurel et Hardy, c'est ça, avec quelqu'un? Ouais. Ce qui prouve que vous avez un peu d'humour, alors. Hein? Ce qui prouve que vous avez un peu d'humour. Vous en doutez? Je sais pas, je pose la question. Eh ben, écoutez, quand je suis sorti de prison et que j'ai rencontré le groupe Bartha, enfin, si vous lisez si vous lisez mon bouquin, vous saurez un peu ce que ça veut dire. Il fallait que je prenne un pseudonyme parce que c'était encore l'occupation. Alors j'ai dit au PC, je m'appelais Bob. Alors comme mon prénom est Robert, les camarades ont rigolé en disant c'est quand même un peu trop transparent. Bon, Robert c'est Bob aussi, mais c'est beaucoup plus tard, ça. Oui. Et alors je me suis retrouvé à choisir un pseudonyme et j'avais un camarade qui me quittait pas, on était tout le temps ensemble. Et lui était gros alors que j'étais extrêmement maigre. Alors on a pensé tout de suite à Laurel et Hardy. Mais comme m'appeler Laurel et appeler lui Hardy, c'était un peu trop nous désigner, on a interverti. Voilà, c'est tout. Alors un petit mot quand même. Si vous prenez, est-ce que vous pensez toujours que vous pouvez prendre le pouvoir en France demain? Oui, non? Ou est-ce que ça reste de l'utopie, de rêve? Vous rêvez toujours du grand soir ou pas, M. Barcia? Non, attendez, madame... Je n'ai pas choisi les bons mots, là. Non, vous n'avez pas choisi les bons mots. C'est pas moi qui prendrai le pouvoir. C'est la majorité de la population. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes pour une société démocratique, c'est-à-dire une société où ce n'est pas un parti, une minorité qui prend le pouvoir. C'est la majorité. Par contre, ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, là, on est sur une chaîne publique, mais les 3/4, les 4/5, les 9/10 de la presse appartiennent à des grands groupes financiers. L'édition appartient à des grands groupes financiers. Aujourd'hui, les gens de Métal Europe se font foutre à la porte comme des malpropres et leurs anciens patrons ne veulent même pas dépolluer. Et l'État dit, le gouvernement dit, c'est des patrons brigands, mais on n'y peut rien. La loi, il peut rien. Des trusts pétroliers polluent les côtes, pratiquement des côtes du Nord jusqu'à l'Espagne, et on n'y peut rien. Eh bien, oui, des grands groupes... Alors, ces gens-là ont un pouvoir considérable. Quand on proteste, ils disent on va délocaliser, augmentez-nous, donnez-nous des subventions. Hein, et sinon, on délocalise. Bon, ils prennent des subventions d'ailleurs et ils délocalisent quand même. Bon, eh bien, ces gens-là, ils ont un pouvoir économique, un pouvoir social. Eh bien, ce pouvoir social, c'est une véritable dictature. C'est la dictature de la bourgeoisie. Alors, c'est ce pouvoir-là que nous voulons leur ôter. C'est-à-dire en leur ôtant ces moyens de pression sur la société. Alors. Et pour le reste, nous voulons une société démocratique pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire des conseils, des comités, ce que vous voudrez, des parlements, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle locale, et où les élus soient révocables. Ouais. Il y a des élections révocables. Arlette Laguiller, vous avez aussi un pseudonyme, on dit que c'est Bizet, c'est vrai? Oui, c'est ça, oui. Pourquoi? Parce que vous aimez chanter? Oui, j'aime bien l'opéra, oui. Oui, vous aimez chanter. Alors, on va montrer que... Non, je ne sais pas chanter l'opéra. Non, pas chanter l'opéra, mais on va voir que vous chantez quand même. Parce que vous dites tout à l'heure qu'on vous a vu beaucoup, dans beaucoup d'occasions. On va écouter ce petit moment de chanson. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Ne pleure pas, tu oublieras. Mon petit loup, ne pleure pas. Je t'emmènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux, respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Ne pleure pas, tu oublieras, mon petit loup. Formidable. Et vous dites qu'on n'est pas gay? Voilà, on dit que vous n'êtes pas gay, c'est pour ça, oui, quand même. Vraiment. C'est pas une chanson gay, mais quand même. Non, mon petit loup, c'est pas la manière dont vous appelez effectivement, j'imagine, Robert Barcia. Vous avez pour lui quoi? De l'estime, de la révérence, de l'admiration. C'est votre modèle. On a dit, je ne vais pas reprendre des choses. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Oui, à la fois une immense estime, une immense fraternité,
et puis aussi toute une expérience qu'il a pu nous transmettre d'une époque différente de celle dans laquelle j'ai milité et qui est extrêmement importante pour la formation d'un militant. Je crois qu'on ne peut pas faire de politique dans une période X si on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, comment les communistes révolutionnaires, les trotskistes ont pu intervenir à cette époque, etc. Donc il représente toute cette filiation et puis des combats communs. Depuis des dizaines d'années maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que vous ne faites rien, parce qu'on va en parler dans un instant. On dit que c'est un autocrate, que vous ne pouvez rien décider, que rien ne se décide à Lutte ouvrière sans son avis et sans son aval. C'est une blague. Nous avons une direction qui est élue tous les ans. Un comité central, je me demande si on n'est pas le seul parti qui, tous les ans, élit son comité central. On ne l'a pas ouvert jusqu'à présent à la presse, ça c'est vrai. À la presse ? Ça, pour l'instant, on n'a pas l'intention de faire. Non, mais vous savez, nous, on a beaucoup d'ouvriers, d'employés à Lutte ouvrière. Notre congrès, il dure en gros un jour, 2 demi-journées. C'est bien, ça ne prendra pas trop de temps. Non, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas faire le cinéma des autres qui vous invitent à une petite partie, puis qui font tout le reste à huis clos. Mais au moins, ce congrès, au-delà des délégués, il y a des centaines de militants, s'ils ont envie d'y venir, qui peuvent y venir, assister à l'élection du comité central par les délégués, à l'élection du comité exécutif. Et c'est cette direction qui ensuite décide pendant toute une année, non seulement de la politique qui a été décidée au Congrès, mais de toutes les choses qu'il y a à faire quotidiennement. Alors, on va nous rejoindre, j'allais dire qu'on fait une petite réunion de famille ce soir, puisqu'on vous a vu pour la première fois l'un et l'autre. Vous allez être rejoint d'abord par Alain Krivine, qui est toujours responsable. J'allais dire, c'est la maison d'à côté, la LCR. Oui. C'est les cousins. Si on peut masquez votre joie, là. Non, c'est ça. Alors, nous avons une origine commune. Deux responsables socialistes que sont Jean-Luc Mélenchon et Henri Weber. L'un appartenait aussi à une organisation trotskiste dans sa jeunesse. Henri Weber est venu de la LCR. Et puis Thierry Jonquet, qui est écrivain et qui, lui, a passé quelque temps à Lutte ouvrière. Alors, pour revenir un petit peu sur les quelques questions que se posent encore, au fond, sur les mystères, bien sûr, les questions de Lutte ouvrière, puisque depuis le temps qu'on en parle, tout n'est pas très clair. Émilie Lançon, Valérie Lucas. Si l'on se presse, c'est pour l'avoir. Car Lutte ouvrière, aux yeux de tous, c'est elle. Arlette Laguiller est l'unique porte-parole de l'organisation trotskiste depuis 30 ans. Pourtant, elle n'en est que la vitrine. L'homme qui tire les ficelles dans l'ombre depuis 42 ans, le voici. Robert Barcia, pseudo Hardy, numéro 1 de Lutte ouvrière, inconnu du grand public, approché par les seuls militants de confiance. Dans sa vie professionnelle, il est chef d'entreprise au service de la très capitaliste industrie pharmaceutique. Danielle Bolloré l'a côtoyée dans son métier. Elle est tombée des nues en découvrant sa double vie. Un grand choc, oui. Et je lui l'ai dit, oui, c'est vrai, ça m'a fait un très grand choc. Est-ce que ce n'était pas du tout quelque chose qu'on pouvait soupçonner ? Pas un instant. Il travaillait pour l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il formait des visiteurs médicaux, il avait une école de formation de visite médicale, il a toujours, je présume, enfin la société. Il travaillait pour... Il faut dire que toute l'industrie pharmaceutique a travaillé à travers lui. Bernard Sêtre, lui aussi, a bien connu Robert Barcia. Entré à Lutte ouvrière en 68, il en est parti en 1989. Aujourd'hui, le regard est critique. Pour lui, Barcia entretient le culte du secret pour éviter la contestation. Il dit, nous ne sommes pas une organisation clandestine, évidemment non, parce que les militants sont connus, mais nous avons un mode de fonctionnement conspiratif, c'est-à-dire avec des règles de sécurité. Par exemple, bien évidemment les pseudonymes, tout le monde en a parlé, mais ça c'est très fréquent. Mais par exemple le fait d'aller chez les militants. Les militants n'ont pas le droit d'aller les uns chez les autres, sauf pour une réunion. Mais si vous allez par exemple le mercredi soir chez un militant pour une réunion de cellule, vous n'avez pas le droit d'y aller un autre soir simplement pour boire un coup avec lui ou lui parler parce que vous avez envie de lui parler, regarder une cassette télé ou quoi que ce soit. En fait, si vous voulez, il est impossible pour les militants de se rencontrer, de se faire une opinion commune qui soit différente de celle qui est tombée du sommet, c'est-à-dire de Hardy, qui est le seul et l'unique dirigeant. En attendant de changer le monde, Lutte ouvrière exige de ses militants d'autres sacrifices. On demande aux militants d'arrêter leurs études, de vivre de petits boulots alimentaires, de ne pas avoir d'enfants. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça devient un mode de vie
particulier, différent de celui du reste de la société, et que de ce mode de vie, on peut difficilement rompre avec. Autant de particularismes que Lutte ouvrière n'aime pas voir s'étaler dans la presse. François Coche est devenu leur bête noire pour avoir publié la première photo de Robert Barcia il y a 5 ans. Lorsqu'on demande à voir un autre dirigeant que Arlette Laguiller, on est tout de suite mal vu. On nous accuse d'être fouilles-mères, ce qui pour eux est aussi insultant que journaliste d'investigation. Il y avait une technique qui est d'ailleurs tout à fait similaire à la technique des sectes, qui, pour intimider et museler la presse, multiplie les procédures judiciaires. Si avec l'apparition publique de Robert Barcia, LO est peut-être entré dans une nouvelle ère, d'autres pratiques moins transparentes persistent. Pour l'heure, Lutte ouvrière n'a toujours pas de siège social, mais une simple boîte postale. Alors, vous avez répondu déjà à beaucoup de critiques. Je vais vous poser des questions simples qu'on se pose encore, 2-3 questions. Alors voilà. Un siège social. Vous avez un siège social. En plus d'une boîte postale. En boîte d'une boîte postale, vous avez un siège social bien normal. Sûr. Hein, bon. Est-ce que c'est vrai que vous avez... Je reviens sur 2-3 questions de la vie privée. Est-ce que c'est vrai que vous avez exclu des militants parce qu'ils s'étaient mariés? Vrai, faux? Non. Non. Jamais. Pas vrai. Jamais. Jamais, donc on a le droit de se marier. Vous n'avez jamais demandé à quelqu'un de partir, de quitter l'organisation? La moitié de nos militants sont mariés. Ouais. Bon. Alors, vous dites quand même dans un organisme... Je voudrais quand même répondre à certaines choses. Là, François Coche, il ne précise pas, puisque c'est un informateur, qu'il a été condamné 2 fois pour diffamation, pour m'avoir diffamé. Bon, alors, j'en veux à la presse. Mais il y a des fois des raisons d'en vouloir à la presse. Une diffamation. Alors, il a été condamné d'abord, et puis en appel. Bon. Vous dites dans un document interne, quand même, que Lutte ouvrière, ce n'est pas une organisation de paix que nous devons construire, mais une organisation de crise, une organisation de combat. C'est vrai que ça peut sembler bizarre qu'on dise ça aujourd'hui, en 2003. Quoi. On a l'impression d'être dans une démocratie. Il n'y en a pas, mais non, mais attendez, le combat, c'est dur, c'est ça que je veux dire. Dans quelle situation on est aujourd'hui? Comment le capitalisme est en train de réduire des millions de gens, y compris dans ce pays, à la misère, à la pauvreté, à perdre son travail? Combien de gens n'ont pas de logement? Comment sont traités les sans-papiers, encore hier, qui se sont fait exclure du gymnase Japy, etc. Vous croyez qu'il n'y a pas des raisons de combattre et d'avoir une organisation qui défende les plus pauvres, qui défendent les travailleurs contre l'exploitation capitaliste? Mais jamais ça a été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce que Lutte ouvrière a au fond le monopole, j'allais dire, à la défense de ce type de combat, ou est-ce qu'on peut défendre les travailleurs d'une autre façon? Ils font bien comme ils veulent. Hein. Moi, c'est pas sur ce terrain-là que je les prendrai, mais c'est vraiment une occasion assez hors du commun que de pouvoir échanger avec vous sur le fond de la politique. Parce que on vous reproche qu'on veut, mais vous méritez aussi le respect des millions de gens qui votent pour vous. Mais à partir de là, vous avez une responsabilité. Tout à l'heure, M. Hardy, par exemple, vous parliez de l'union libre. Apparemment, c'est un idéal philosophique, je vous comprends. Mais qui a fait le pacte? Vous avez dit que vous étiez pour. Qui l'a fait? Nous, les réformistes. Et alors, en plus, moi, je suis le premier à avoir déposé le texte. Mais vous voyez, donc cette action de réforme, je trouve que vous la méprisez d'une façon qui est incompréhensible. Je vais vous donner un exemple. Avant même qu'on soit arrivé au 2e tour, on me dirait on n'y est pas arrivé, hein, Arlette, donc comme ça le problème s'est pas posé. Avant même qu'on y soit arrivé, vous aviez annoncé que vous désisteriez pas pour le candidat de gauche arrivé en tête. Donc ça veut dire, pour vous, c'est pareil. Chirac, Jospin, la droite, la gauche, c'est tout pareil. Il n'y a que vous qui avez raison et pas nous. Je vous réponds là-dessus, je vous réponds juste là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Ça me choque d'autant plus. S'il n'y avait pas eu tous les plans de suppression d'emplois qu'il y a eu sous le gouvernement Jospin, pour lequel le gouvernement Jospin n'a pas levé le petit doigt, ça aurait été certainement différent et je pense que Jospin aurait gagné. Vous dites c'est tout, vous osez dire c'est tout à la face des travailleurs de Moulinex, de Danone ou d'ailleurs, vous osez dire c'est tout. Vous avez même pas tiré la leçon de pourquoi les élections ont été perdues par Lionel Jospin. Mais justement, vous ne pouvez pas demander à un socialiste d'être trotskiste comme vous. Nous sommes socialistes, nous avons donc une autre manière d'approcher la réalité sociale que vous. On respecte votre droit à avoir votre idée, respectez le nôtre. Est-ce que pour pouvoir bénéficier de votre appui, est-ce que c'est un rapport de force quand même dans une entreprise? On ne fait pas le tri, on ne demande pas à chaque gars ce qu'il a dans la tête. On lui demande d'aller. Là c'est pareil quand vous êtes devant un 2e tour. Pourquoi est-ce que vous décidez que ceux qui ne pensent pas comme vous, parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce que c'est nous les socialistes, hop,
On est pareil que la droite. C'est pas parce ça, que ça vous portez une responsabilité. Ah bah oui, mais on ça les juge sur la politique qu'ils ont menée. Regardez, vous faites la même chose avec Le Pen. Par exemple, au deuxième tour, Le Pen pour vous, c'est pareil. Tout ce qui n'est pas vous, vous ne l'acceptez pas. C'est ça que je dis mal. Alors, Dialogue. Parce que j'ai bien entendu ce que vient de dire Arlette Laguillet. Mais moi, je suis élu de la Seine-Maritime. Vous avez 2 élus au Conseil régional de la Seine-Maritime. Lorsque nous proposons des mesures, et je vous en donne des exemples, il ne s'agit pas de licenciement, il ne s'agit pas de fermeture de site. Des aides aux entreprises, par exemple. Lorsque nous décidons, parce qu'en effet c'est un département qui en a besoin, de rendre gratuit l'attribution des livres scolaires jusqu'à la terminale, qui vote contre avec l'extrême droite ? Vos 2 délégués. Et comment pouvez-vous justifier ça ? Lorsque nous décidons, parce que nous avons beaucoup de chômeurs, de subventionner les transports des chômeurs pour qu'ils puissent, d'un côté à l'autre du département, aller chercher du travail, qui vote contre, avec l'extrême droite, vos 2 élus. Et je prends en continuer comme ça. Ça m'étonnerait que mes camarades votent contre. Alors faisons le pari. Sauf si c'était pour une école confessionnelle, peut-être. Ça, c'est possible. Excuse-moi. Nous tenons à la laïcité. Nous parlons devant tout le monde. Et il est possible que nous votions contre lorsque ça va aux écoles confessionnelles. Non. C'est possible. C'est très possible. Ça devait être le cas. C'était le cas, tu t'en souviens peut-être. C'est la loi, ça, monsieur. Non, c'était le cas ou pas ? Je suis facile. Je croyais plus laïque que ça. C'était le cas ou pas ? Henri Weber, pas tous en même temps. C'est une politique du tout ou rien. Bah voilà. Si on ne peut pas tout changer, il ne faut rien changer. Et ça, c'est une politique conservatrice et réactionnaire. Et je pèse mes mots. Et moi, je suis outré par ce que j'ai vu faire en Seine-Maritime. J'ai ces exemples. On pourrait donner le même exemple sur la taxe Tobin. Vous avez voté contre. Oui, tout à fait. Et on pourrait donner le même exemple sur le barrage à Le Pen. Vous y êtes opposés. Vous êtes des révolutionnaires de la phrase. Vous êtes des radicaux du verbe. Et vous êtes des conservateurs de la réalité. Moi, je suis un réformiste et je suis fier de ce que nous avons fait. Nous avons fait la couverture médicale universelle que ce gouvernement reprend. Nous avons fait l'APA que ce gouvernement reprend. Nous avons fait tout un ensemble de réformes que ce gouvernement de droite détricote. Et si c'était bonnet blanc et blanc bonnet, pourquoi ferait-il le contraire de ce que nous avons fait ? 4 millions d'électeurs se sont détournés de vous. C'est nous qui les avons détournés ? C'est vous ? Quand même, c'est vous par votre politique. Bien sûr. Attendez. Alors, Robert Barcia, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'histoire du vote au second tour de l'élection ? Attendez. D'être descendu. Monsieur Barcia, en 30 ans, vous n'êtes arrivé à rien, il faut quand même bien dire. En 64 ans. Lutte ouvrière a été fondée en 64 ans. Vous ne pouvez pas nous dire, vous avez perdu des électeurs. Où en êtes-vous au bout de 64 ans ? Et où en êtes-vous ? On essaye de les convaincre. C'est vrai, tu as raison. Non mais, c'est quand même des gens intéressants. Non mais Arlette l'a pris sur un ton qui ne va pas plus au départ. Moi, je laisse des millions sur le carreau pendant 5 ans. Vous savez. Est-ce que vous savez que c'est pour ça que vous avez perdu les élections ? Est-ce que vous pouvez... Moi, je veux quand même vous dire une chose. Moi, je vous considère comme de mon camp. Pourquoi Schröder les a gagnés ? Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Pourquoi, quand il faut donner le coup de collier, vous n'êtes pas là ? Vous êtes partis, vous êtes avec des déclarations abstraites, vous nous renvoyez tous dos à dos. Par exemple, vous faites la différence. Vous qui avez été dans la résistance, vous faites la différence entre Chirac et Le Pen quand même. Vous avez été en résistance. Et là, jour-là, vous ne faites plus la différence. Chacun doit rester à la maison. Je fais la différence. Seulement, c'était pas la peine de voter Chirac pour que Le Pen passe pas. Mais vous, ça, vous vous êtes aplati là-dessus. Mais attendez. Parce que vous étiez trop content de ne pas avoir à vous expliquer. C'est que vous m'avez pas vu voter parce que je peux dire qu'il n'y en a pas un qui était content. C'est pas le sujet. Robert Barcia, si personne n'avait dit effectivement qu'il fallait faire barrage à Jean-Marie Le Pen, si tout le monde avait pris la même attitude que vous, c'est vrai qu'il y avait un risque dans ce cas-là. Il pouvait être battu rien qu'avec les voix de la droite. Et il n'avait pas besoin de la gauche pour plébisciter. Et maintenant, si Le Pen avait fait 35 ou 40%, c'était une catastrophe. Vous le savez. Qu'est-ce que ça aurait changé dans les rapports de force ? Qu'est-ce que ça changeait s'il ne passait pas ? Mais ça change tout le rapport de force. Si Le Pen a 17% et à 35%, c'est pas pareil. Si pour vous c'est pareil, c'est que vous ne voyez pas les différences. Chirac à 82%, c'est Chirac à 82%. Chirac c'est 19% et tout le monde le sait. Mais non, tout le monde ne le sait pas. Et il en profite de ces 82%. Raffarin en profite, Sarkozy en profite. Ils s'estiment les représentants de la totalité des électeurs. Alors maintenant, c'est de ça que vous avez hérité. Et que vous avez collé
au peuple de gauche. Je ne sais pas si c'est comme ça les congrès trotskistes, mais ça doit être quelque chose. Hein. Simplement, Arlette Laguillet, attendez, je vous pose une petite question. Non mais attendez, Qu'est-ce que vous pensez, pardon, attendez une petite seconde. Mélangez pas tout, même pour plaisanter. Les trotskistes, c'est eux. Nous sommes des socialistes. Vous avez été, vous êtes parti. J'ai été trotskiste et vous ne me tirerez jamais un mot pour en dire du mal. Simplement. J'ai fait un autre choix politique. Les trotskistes, c'est eux, ils sont organisés, et je ne sais pas comment ça se passe dans leur congrès, ça m'étonnerait qu'on s'engueule autant qu'on est en train de le faire là. Hein. C'est plus calme. Hein. Mais on va avoir le droit d'y aller un jour. Petite question, Arlette Laguillet, quand même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une incompréhension à l'égard de ce vote du second tour, de votre position à propos du second vote? Ça dépend du milieu social. Je peux vous dire qu'on peut ne pas nous croire parce qu'on a décidé qu'Arlette Laguillet c'était fini à cause du vote. Moi, j'ai été soutenir les travailleurs de DEU, les travailleurs d'ACT. Croyez-moi, combien sont venus me dire que nous avions eu raison de ne pas voter Chirac quand on voit la politique de Chirac et de Raffarin, quand on voit les mesures sécuritaires de Sarkozy aujourd'hui, quand on voit tout ça... croyez-moi, et puis combien m'ont dit je regrette de l'avoir fait. Vous ne me croyez pas, mais si, il y a dans des milieux sociaux qui ne sont peut-être pas ceux que vous fréquentez. Eh bien non, on est tout à fait compris. Vous êtes compris, donc vous laissez tomber les milieux sociaux. Alors le cousin non, je ne laisse pas tomber justement. Je laisse pas tomber. Alain Krivine. La classe ouvrière, tout le monde s'en fout. Les travailleurs, ils peuvent crever. Ils peuvent être virés du jour au lendemain. Ils peuvent ne pas avoir d'indemnité de licenciement. Tout le monde s'en fout. Moi, je ne m'en fous pas. Moi non plus, je m'en fous pas. Et aucun de mes camarades s'en fout. Et c'est le sens de l'engagement de notre vie. Il n'y a pas de vous qui êtes engagé et qui croyez à ce que vous faites. Vous auriez dû le montrer. Non, mais vous voyez, c'est ça le ton. Voilà. Quand on est socialiste, pour eux, on est une espèce de bête à abattre qu'on ne peut même pas écouter, qu'on montre du doigt. On est l'ennemi principal. Quand on est socialiste pour eux, on est l'ennemi principal. Vous savez qui vous me rappelez, M. Barcia? Chirac, Raffarin, Sarkozy, l'ennemi principal aujourd'hui. M. Barcia, vous savez, vous qui avez une culture historique, on est dans la rue, on le montre. C'est quand même terrifiant à voir ça. Vous me rappelez, vous savez quoi? Il y a peu de gens qui vont suivre, mais c'est les communistes des années 30 en Allemagne. Parce qu'ils ont fait exactement ce que vous faites. Ils montraient du doigt les socialistes en disant c'est les frères jumeaux du fascisme. Jusqu'à ce qu'Hitler prenne le pouvoir. Et vous faites pareil, parce que vous dites que nous sommes les frères jumeaux des libéraux. Si, Hitler, il y a 40 000 en 2003. Et les travailleurs, ils méritent qu'on les éduque et qu'on leur dise la vérité, pas qu'on leur raconte des salades. Laissez Alain Krivine. Non, je trouve que depuis le début de l'émission, les deux socialistes à ma droite donnent beaucoup de voix. Pour une raison, mais c'est cette raison... Moi surtout. Attendez, laissez-le parler. Laissez-le parler. Je disais donc que les deux socialistes qui sont à ma droite, et pas uniquement géographiques, donnent beaucoup de voix et s'énervent beaucoup, pour une raison qu'on n'aborde pas, mais je crois que beaucoup de gens qui sont ici ou qui nous regardent ont envie qu'on pose cette question, c'est parce que Arlette Laguillet et Olivier Besancenot, c'est-à-dire Lutte ouvrière et la LCR, ont fait 3 millions de voix au présidentiel, ont atteint près de 10%, et que ça, c'est l'événement politique de l'année. Alors ça explique peut-être l'excitation de mes voisins. Et à ce moment-là, je crois par contre... Non, mais bien sûr, vous avez été passionné. Allez-y. Avec une tête non, mais je te demande pas d'avoir une tête d'enterrement, même si il y a eu en partie l'enterrement de la gauche traditionnelle aux dernières élections. Mais je crois que ce qui intéresse les gens aujourd'hui, parce qu'autant être franc, c'est pas fondamentalement, même si c'est pas négligeable de savoir comment fonctionne Lutte ouvrière. Moi, j'ai beaucoup de désaccords avec eux, sinon je serais à Lutte ouvrière. C'est de savoir pourquoi aujourd'hui, il y a deux organisations qui se réclament de l'extrême gauche, qui ensemble ont fait un score absolument historique et qui, à mon avis, va se prolonger parce qu'il y a une place politique pour ça. Or, ces deux organisations d'extrême gauche sont occasionnellement ensemble aux élections. Arlette et moi, on s'est retrouvés sur la même liste aux européennes et il y a eu 3 camarades de Lutte ouvrière, 2 de la Ligue qui ont été élus. Mais il faut bien le reconnaître, la presse l'a dit et c'est vrai, jusqu'à présent, on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin que de temps en temps, il y a encore des accords électoraux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est justement qu'on discute, alors peut-être vous allez vous trouver un peu loin là, mais qu'on discute parce que ça n'a jamais été fait. Ce soir, mais est-ce que vous pouvez faire un bout de chemin ensemble? Quels sont les points d'accord, justement, entre Lutte ouvrière et la Ligue, et quels sont aussi, parce qu'il y en a bien sûr, des points de désaccord. Simplement, on ne va pas faire le débat peut-être à la Krivine. Attendez, on se retrouve pas seulement au moment des élections. Et qu'on est assez souvent dans la rue en ce moment, les uns derrière les autres, peut-être.
peut-être pas avec une banderole commune, mais qu'on mène heureusement un certain nombre de luttes et pas seulement des campagnes. Est-ce que c'est possible de refaire un bout de chemin ensemble? Le 15 février, oui. Est-ce que c'est possible de refaire un bout de chemin ensemble avec la Ligue communiste? Oui, Lutte ouvrière et tous les deux. Mais pourquoi faire? Si vous parlez d'une fusion des organisations, il n'est pas question de ça actuellement, et je crois que personne ne demande ni à la direction de Lutte ouvrière, ni à la direction de la LCR. Si vous parlez d'accords électoraux futurs, d'abord, les élections, c'est l'année prochaine. C'est possible. C'est possible si on est capable de faire un accord politique. C'est sur la base d'un accord politique. Alors, réussira-t-on ou pas à faire cet accord politique? J'en sais rien aujourd'hui. Donc, tout ça, on verra. C'est dans les mois qui vont venir qu'on aura ces discussions entre les deux organisations. Mais pour le moment, on en est là. Et vous savez, c'est pas sûr que... Je sais pas, il y aurait eu une candidature commune, la Guillet-Besancenot n'aurait peut-être pas fait autant de voix qu'en se présentant séparément, parce qu'il y a des gens qui votent pour Hello mais qui ne veulent pas voter pour la Ligue, et vice-versa. Donc tout ça est plus compliqué que ça n'y paraît. Il a été diabolique, Alain Krivine, de lancer Olivier Besancenot contre vous, non? C'est vrai que vous avez... Pardonnez-moi, je ne suis pas désagréable, mais... Ça a fait vieillir un peu les candidatures de Hello ou pas? Oui, mais c'est les idées qui vieillissent pas, vous savez. Alors là, je crois qu'avec la LCR, heureusement, on n'a pas ce genre de débat. Est-ce qu'il vaut mieux un jeune qu'un plus vieux pour nous représenter? Mais quelle est la différence entre vos idées? C'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes tous trotskistes. Il y a aussi une troisième famille trotskiste. Les différences entre là, ils nous font peur. Entre les différentes tendances du PS qui se bouffent le nez en ce moment. Attendez, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Vous êtes dans le même parti. Non. C'est un couteau tiré avec des tendances. Pourquoi vous ne faites pas un grand parti trotskiste? Ça nous évitera d'avoir ce ridicule de 3 candidats trotskistes à chaque élection. C'est vraiment on va atterrir. Un grand parti trotskiste. Vous êtes de la même famille, de la même idéologie. Ça peut être un parti démocratique avec des tendances. Ça n'a pas besoin d'être un congrès comme Lutte ouvrière qu'on nous explique. Question, différence entre vous. Vous êtes deux demi-journées. C'est dur. Différence entre vous. Pourquoi vous ne participez pas au mouvement anti-mondialisation? Pourquoi on ne vous voit pas dans les grandes manifestations anti-mondialisation alors qu'on voit l'organisation d'Alain Krivine? Est-ce que ça vous semble pas une lutte importante, intéressante, ou vous avez mieux à faire ailleurs? Non, pas du tout. Nous pensons que les gens qui, et en particulier la jeunesse qui se bat dans cette lutte, eh bien, elle est tout à fait respectable. Maintenant, nous pensons qu'il y a d'autres luttes à mener, plus urgentes, plus importantes, plus difficiles peut-être, et que nous sommes aussi une petite organisation, et nous réservons comment dire, le travail que nous faisons, la lutte que nous menons, ainsi que je l'explique dans ce bouquin. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Alors, donc vous laissez la lutte anti-mondialisation et d'autres. Je voudrais qu'on termine avec Thierry Jonquet, parce qu'il a travaillé un petit peu. On ne leur laisse pas la lutte anticapitaliste, mais réimplanter les idées communistes révolutionnaires dans les entreprises, en particulier, dans un tas de milieux sociaux. Ça demande un gros investissement, et on ne peut pas forcément aller se balader dans toutes les villes du monde. C'est ça, pourquoi vous n'allez pas Porto Alegre avec Jean-Luc Mélenchon? Ça ne vous intéresse pas, Porto Alegre? Non, il y a trop de gens qui vont pour se montrer, mais qui n'ont pas du tout envie de changer la société et de renverser le capitalisme. Pourquoi vous avez décidé comme ça, vous, de l'extérieur? On lit ce qu'ils écrivent, on lit ce qu'ils disent, on voit ce qu'ils font dans leur pays respectifs. Il y a beaucoup de gens de gauche, non? Ah, mais on s'y intéresse. On s'intéresse à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, bien sûr. Arlette Chabot. Mais on n'a pas envie parce que là, ce soir, on ne sait plus où on est. D'accord, mais moi, ce qu'ils font, c'est leur problème. Je comprends que ça intéresse du monde, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est il y a X millions, comme l'a dit Krivine, c'est très juste, il y a X millions de personnes qui votent pour eux. Moi, je les respecte, ces gens-là. Vous aussi, d'ailleurs, je vous respecte. Pourquoi vous voulez... Mais pas parce... Non, il y a des gens qui ont des millions, attendez, allez-y, allez au bout. Tu vois, par exemple, ceux qui votent Front National... Jean-Luc Mélenchon, allez jusqu'au bout. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas cet effort d'essayer d'écouter les autres pour voir à quel moment on peut mettre ensemble des forces? Pourquoi vous dressez les gens à nous détester et être ensemble nos forces? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre en... Dans la grève, vous ne le faites pas. Dans la lutte, vous le faites pas. Mais dans les grèves, c'est pas pareil. Mais qui sait qu'un moment unique, c'est pas non? Je réponds en une phrase. Ça permettra y compris de voir les désaccords et les accords avec Lutte ouvrière. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a deux domaines qui sont complémentaires et pas les mêmes. Il y a un domaine aujourd'hui qui est de résister
aux attaques frontales de Raffarin contre le mouvement social. Dans cette résistance, nous, à la Ligue, on est pour l'unité la plus large de tous ceux et toutes celles qui sont prêts à descendre dans la rue ou à faire grève aujourd'hui. Une seconde. Attendez. Arrête de polémiquer. Attendez, soyez donc gentils. je dis que là-dessus... Soyez gentils, on comprend rien si vous parlez tous en même temps. Je dis que là-dessus, je suis... À partir du moment où il y a un accord sur les mots d'ordre, que ce soit sur les retraites, la sécurité sociale, les licenciements, les sans-papiers, quelle qu'ait été la politique par ailleurs, et à mon avis, je ne suis pas prêt de l'oublier. Mais si aujourd'hui... on arrive à se mettre d'accord contre la politique de Raffarin, je suis pour l'unité sans exclusive, je dis bien sans exclusive, quelle qu'ait été l'attitude des uns et des autres par rapport au gouvernement. Maintenant, il y a une deuxième tâche, et ça, moi, je ne suis pas prêt à le faire, ni avec vous, ni avec les dirigeants du PC. C'est aujourd'hui, c'est répondre justement à ce nouveau mouvement social, c'est donner une réponse politique, une alternative politique. Vous avez, je termine, des millions de gens qui ne se reconnaissent plus dans la gauche traditionnelle, vu ce que vous avez fait au gouvernement, et je dis qu'il y a place aujourd'hui pour construire un grand parti des travailleurs qui tire le bilan. Non, mais pas avec Attendez, soyez gentil, Jean-Luc Mélenchon. Qui tire le bilan, et ça ne sera pas un parti trotskiste, en tout cas, c'est mon point de vue. Ça doit être un parti qui rassemble toutes les forces authentiquement anticapitalistes, qui tire un bilan, celui de votre politique, et qui ne soit pas prêt à refaire la même politique. Je voudrais qu'on termine quand même avec Robert Barcia. Oui, deux secondes. Moi, je voudrais juste mettre un bémol. Il y a un gros problème aujourd'hui, qui est le problème des retraites. Oui. Et moi, je suis prête à me battre avec tous ceux qui veulent se battre là-dessus, mais à condition que les choses soient claires. Qu'on parle de l'abrogation des mesures Balladur qui ont ramené de 37 ans et demi à 40 ans dans le privé le nombre de cotisations, qu'on défende les 37 ans et demi et qu'on arrête de mentir. Parce que comment voulez-vous qu'on croie des soi-disant experts incapables de prévoir quelle va être la croissance demain et qui nous expliquent que dans 20 ans, dans 40 ans, on ne pourra pas payer les retraites. Vous savez, en 1905, par exemple, est-ce qu'on aurait pu dire ce qui serait passé en 1945 ? On peut prévoir 40 ans avant quelle va être la situation. Aujourd'hui, il y a de l'argent encore dans les caisses de retraite et puis il y a d'énormes profits qui sont faits par de grandes entreprises. Prenons là-dessus, mais maintenons la retraite des travailleurs à une retraite décente par répartition. Alors, petit cadeau pour terminer. Je vous propose d'écouter quelqu'un dans lequel les uns et les autres, vous allez vous reconnaître. Voilà, petit sonore, de certains au moins pour faire plaisir. Voilà. C'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Des idées et de méthodes, des Marx et de Lénine deviendront les idées et les méthodes internationales communistes. Il parle comme moi, ce garçon. Robert Barcia, je termine avec vous quand même, parce que sinon le débat va continuer toute la nuit avec la gauche. Vous irez jusqu'au bout, vous ne changerez jamais, et pas question, pas n'ayota. Attendez, je ne changerai jamais, j'en sais rien, mais pour le moment, je n'ai pas l'intention de changer. Hein, voilà. Quant à changer jamais, personne ne peut dire Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Mais attention, M. Barcia. Pardon ? J'ai dit attention. Monsieur Mélenchon a un espoir. Il changera. Alors, merci à tous les deux. Non. Ça, c'est vraiment pas gentil. Non. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir interpellé. Donc, la véritable histoire de lutte ouvrière, les entretiens avec Christophe Bourseiller, c'est donc chez De Noël. Nous allons donc parler maintenant de la manière dont la France peut ou non résister ou s'opposer aux États-Unis. Récit, sans doute, d'affrontements, de petites passes d'armes, notamment verbales, entre la France et les États-Unis. Donc, rappel avec Pascal Golomer. C'est la dernière passe d'armes en date, samedi à Munich. Donald Rumsfeld, le ministre de la Défense américain, s'adresse directement aux responsables français et allemands. La France et l'Allemagne s'isoleront eux-mêmes plutôt que d'isoler les États-Unis. La réponse allemande ne tarde pas, et c'est Michel Alliot-Marie qui se charge de la réplique française. Être allié, c'est savoir se consulter pour trouver un consensus. Ça n'est pas de dire « mon idée est forcément la bonne » et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi doivent être écartés ou exclus. Et c'est ainsi depuis des mois.